Dans la petite ville de Star City, près de Morgantown en Virginie-Occidentale, les heures qui précèdent l'aube sont d'ordinaire d'un calme imperturbable. Mais en ce vendredi 6 juillet 2012, ce calme cache une anomalie invisible. Dans une maison sans histoire, Mary et Dave Neese dorment profondément, bercés par la certitude que leur fille unique, Skylar, âgée de 16 ans, est en sécurité dans sa chambre. Le ronronnement régulier de la climatisation couvre les bruits extérieurs. Pourtant, si l'on s'approche de la fenêtre de Skylar, le tableau change. La moustiquaire a été soigneusement retirée. La vitre est levée. Au sol, un petit banc a été déplacé pour servir de marchepied. À l'extérieur, la silhouette de Skylar se détache à peine dans la pénombre. Elle avance discrètement, glissant ses pas dans l'herbe humide pour ne pas réveiller ses parents. Au bout de la rue, une berline blanche attend, les phares éteints, le moteur tournant au ralenti. Skylar ouvre la portière, s'installe à l'arrière, et la voiture s'éloigne sans bruit dans la nuit noire. Pour Mary et Dave, c'est au matin qu'une simple chambre vide, une absence qu'ils croient temporaire, une crise d'adolescence passagère. Mais la réalité est infiniment plus sombre. Skylar n'a pas fugué pour refaire sa vie. Elle est partie rejoindre Shelia Eddy et Rachel Schauf, les deux personnes en qui elle a le plus confiance. Ce qu'elle ignore en s'asseyant dans cette voiture, c'est que ce rendez-vous nocturne n'a rien d'une escapade amicale. C'est un piège. Derrière leur regard complice et leur sourire d'adolescente, ces deux meilleures amies ont déjà pris une décision irréversible. Elles savent exactement où elles vont, et elles savent exactement ce qui va se passer lorsque la voiture s'arrêtera dans l'obscurité de la forêt. Pour comprendre comment cette nuit a pu se transformer en cauchemar, il faut remonter le fil du temps et observer ce que tout le monde voyait de l'extérieur. Un trio de lycéennes inséparables. Skylar Neese était une jeune fille lumineuse. Élevée par des parents aimants et protecteurs, elle était leur fierté absolue. Élève sérieuse au lycée University High School, elle travaillait également après les cours dans un fast-food local afin de gagner son propre argent. Skylar était loyale, déterminée et dotée d'un fort caractère. Mais derrière cette assurance se cachait aussi une adolescente sensible, très attachée à ses amitiés. Puis, il y avait Shelia Eddy. Shelia et Skylar se connaissaient depuis l'enfance. Leur relation était si ancienne qu'elles se considéraient comme des sœurs. Après le divorce de ses parents, Shelia passait énormément de temps chez les Neese. Dave et Murray l'accueillaient comme un membre de la famille. Elles partageaient leurs repas. Elles dormaient parfois chez eux. Et au fil des années, un lien de confiance exceptionnel s'était installé. Au début du lycée, une troisième pièce s'ajoute au puzzle. Rachel Schauf. Plus discrète et plus réservée que Shelia, Rachel est rapidement intégrée au groupe. Très vite, les trois adolescentes deviennent inséparables. À l'école, dans les centres commerciaux, lors des soirées pyjama ou sur les réseaux sociaux, elles sont constamment ensemble. Facebook, Twitter et Instagram regorgent de photos d'elles trois. Des selfies, des grimaces, des éclats de rire, des promesses d'amitié éternelle. À première vue, rien ne semble pouvoir les séparer. Mais l'adolescence est parfois un terrain instable où les liens les plus solides peuvent se fissurer rapidement. Au fil des mois, l'équilibre du trio commence à changer. Shelia et Rachel se rapprochent progressivement. Les conversations deviennent plus secrètes. Les messages privés se multiplient. Et Skylar commence à avoir le sentiment d'être mise à l'écart. Les discussions s'interrompent lorsqu'elle arrive. Les regards changent. L'atmosphère devient plus froide. Sur Twitter, ses frustrations commencent à apparaître sous forme de messages énigmatiques. Le 4 juillet 2012, 2 jours avant sa disparition, elle publie « Il en faut peu pour que tout s'effondre ». Puis, le lendemain, « Je savais que je n'aurais jamais dû te faire confiance ». Pour les adultes qui lisent ces messages, cela ressemble à une dispute ordinaire entre adolescentes. Mais pour Skylar, la douleur est bien réelle. Elle a l'impression de perdre les deux personnes les plus importantes de sa vie. Ce qu'elle ignore, c'est que pendant qu'elle cherche encore à sauver cette amitié, Shelia Eddy et Rachel Schauf ont déjà commencé à envisager l'impensable. La journée du 5 juillet 2012 touche à sa fin. Après son service au fast-food où elle travaille pendant l'été, Skylar rentre chez elle. La soirée est ordinaire.
Elle passe du temps avec ses parents, regarde son téléphone, échange quelques messages. Rien ne laisse présager que ce sera la dernière nuit de sa vie. Peu après minuit, son téléphone vibre. C'est Shelia Eddy. Après plusieurs jours de tension et de disputes, le ton est étonnamment amical. Shelia lui propose de sortir un moment avec Rachel, juste une petite virée nocturne. L'occasion de discuter, de fumer quelques cigarettes et d'arranger les choses. Pour Skylar, cette invitation représente peut-être ce qu'elle attend depuis des semaines. Retrouver ses deux meilleurs amis. Elle accepte. Comme elle l'a déjà fait par le passé, elle retire discrètement la moustiquaire de sa fenêtre et quitte la maison sans réveiller ses parents. À 0h30 environ, les caméras de surveillance du voisinage enregistrent sa silhouette quittant le domicile familial. La berline blanche de Shelia l'attend à proximité. À l'intérieur se trouvent déjà Shelia Eddy et Rachel Shoaf. Skylar monte à l'arrière. La voiture démarre. Pour elle, il s'agit simplement d'une sortie nocturne entre amis. Pour Shelia et Rachel, le plan est déjà en marche. Les trois adolescentes quittent Star City et prennent la route en direction de la Pennsylvanie. La conversation paraît normale. La musique joue dans l'habitacle. Personne ne crie, personne ne se dispute, rien ne semble anormal. Pourtant, dissimulés dans le véhicule, se trouvent les couteaux qui serviront quelques heures plus tard à commettre l'un des crimes les plus choquants de l'histoire criminelle américaine récente. La route devient progressivement plus sombre. Les lampadaires disparaissent. Les maisons se font rares. Puis la voiture atteint une zone boisée isolée du comté de Greene, en Pennsylvanie, non loin de Blacksville. L'endroit est connu des trois adolescentes. Elles s'y sont déjà rendues auparavant. C'est précisément pour cette raison qu'il a été choisi. Personne ne viendra les déranger. La voiture s'arrête. Les trois jeunes filles descendent. L'air est lourd et humide. Autour d'elles, seuls les bruits de la forêt rompent le silence. Elles avancent quelques instants parmi les arbres. Skylar ne se doute de rien. Elle marche aux côtés des deux personnes qu'elle considère encore comme ses meilleures amies. Celles qu'elle a défendues, celles avec qui elle a grandi, celles en qui elle a confiance. Puis tout bascule. Selon les aveux qui seront plus tard recueillis par les enquêteurs, Shelia et Rachel avaient convenu d'un signal. À un moment donné, l'une d'elles prononce un mot, 3. C'est le déclencheur. Sans avertissement, les deux adolescentes sortent leurs couteaux et attaquent Skylar. La surprise est totale. Skylar n'a aucune chance de comprendre ce qui se passe. Les premières secondes sont marquées par la confusion. Puis vient la terreur. Instinctivement, elle tente de se défendre. Elle lutte, elle essaie de s'échapper. Elle cherche à fuir à travers les bois, mais ses assaillantes continuent leur attaque. Les coups de couteau se succèdent. Encore, et encore, et encore. Dans l'obscurité de la forêt, la violence atteint un niveau difficilement imaginable. Plus tard, Rachel Shoaf déclarera aux enquêteurs que Skylar a finalement compris qui était en train de la tuer. Et selon son témoignage, elle aurait alors prononcé un seul mot, « Pourquoi ?» Une question simple, une question à laquelle elle n'obtiendra jamais de réponse. Lorsque l'attaque prend fin, Skylar Neese est morte. Elle n'a que 16 ans. Autour d'elle, la forêt retrouve peu à peu son silence. Shelia Eddy et Rachel Shoaf restent quelques instants sur place. Face à elles se trouve le corps sans vie de leur ami d'enfance. La réalité de leur acte est désormais impossible à effacer. Les deux adolescents tentent alors de dissimuler le corps sous des branches, des feuilles et des débris végétaux. Puis elles retournent à la voiture. Elles reprennent la route, et avant même le lever du soleil, elles sont déjà de retour en Virginie occidentale. Comme si rien ne s'était passé. Comme si Skylar Neese n'avait jamais été avec elles cette nuit-là. Pendant ce temps, à Star City, Mary et Dave Neese dorment toujours. Ils ignorent que leur fille ne reviendra jamais. Ils ignorent que le pire cauchemar imaginable vient de commencer. Le matin du 6 juillet 2012, la vie de Dave et Mary Neese bascule. Lorsqu'ils découvrent que Skylar n'est pas dans sa chambre, l'inquiétude s'installe rapidement. Au début, ils espèrent une erreur. Peut-être est-elle chez une amie, peut-être reviendra-t-elle dans quelques heures. Mais les minutes passent, puis les heures, et Skylar demeure introuvable. Très vite, ses parents contactent la police. Les enquêteurs examinent la chambre. La moustiquaire retirée et la fenêtre ouverte suggèrent que Skylar est sortie volontairement.
À ce stade, les autorités envisagent la possibilité d'une fugue. Cette hypothèse va considérablement ralentir l'enquête. Aucune alerte Amber n'est déclenchée. Aucun enlèvement n'est officiellement suspecté. Pour les Nees, c'est un véritable cauchemar. Ils savent que quelque chose ne va pas. Skylar n'aurait jamais disparu sans donner de nouvelles. Pendant que ses parents vivent les heures les plus angoissantes de leur existence, Shelia Eddy joue un rôle qui sidérera plus tard toute l'Amérique. Dès les premiers jours, elle se présente comme une amie dévastée. Elle rend visite aux Nees, elle les serre dans ses bras, elle pleure avec eux, elle leur promet qu'elle aidera à retrouver Skylar. Mary et Dave lui font confiance. Pourquoi se méfierait-il? Shelia est pratiquement un membre de la famille. Elle a grandi chez eux. Elle connaît chaque pièce de la maison, chaque souvenir, chaque habitude. Les jours deviennent des semaines, puis les semaines deviennent des mois. Et pourtant, Shelia reste présente. Elle participe aux recherches, elle distribue des affiches, elle répond aux journalistes, elle parle de Skylar au passé comme au présent. Parfois, elle accompagne même les parents dans certaines démarches. Aux yeux du public, elle apparaît comme l'amie fidèle qui refuse d'abandonner l'espoir. Personne n'imagine que la personne tenant les affiches de recherche sait déjà exactement où se trouve le corps. Sur les réseaux sociaux, son comportement devient encore plus troublant. Twitter occupe alors une place importante dans la vie des adolescentes. Shelia y publie régulièrement des messages évoquant son inquiétude. Elle demande à Skylar de rentrer. Elle affirme qu'elle lui manque. Elle écrit qu'elle espère la revoir bientôt. Des centaines de personnes voient ces publications. Beaucoup sont touchés par ce qu'elle considère comme une preuve d'amitié sincère. Avec le recul, ces messages prennent une dimension presque insoutenable, car au moment où ils sont publiés, Skylar repose déjà depuis plusieurs semaines dans une forêt de Pennsylvanie. Rachel Shoaf adopte une attitude différente. Elle se montre plus discrète, plus nerveuse, plus distante. À mesure que les mois passent, la pression psychologique semble l'affecter davantage. Contrairement à Shelia, elle paraît incapable de maintenir parfaitement son masque. Mais malgré cela, aucune des deux adolescentes ne craque. Pas encore. Pendant ce temps, l'enquête progresse lentement. Les policiers refusent d'abandonner. Le FBI rejoint les investigations. Et peu à peu, certains éléments commencent à attirer l'attention. Les relevés téléphoniques montrent des incohérences. Les enquêteurs découvrent que Shelia et Rachel ont été parmi les dernières personnes à voir Skylar vivante. Les caméras de surveillance du voisinage apportent également une pièce essentielle au puzzle. Elles montrent Skylar quittant sa maison peu après minuit et montant dans un véhicule. Lorsque les enquêteurs confrontent Shelia et Rachel, les deux adolescentes reconnaissent avoir récupéré Skylar cette nuit-là. Mais elles racontent la même histoire. Une histoire soigneusement préparée. Selon elles, elles auraient simplement fait un tour en voiture avant de déposer Skylar près de chez elles. Après cela, elles prétendent ne plus savoir ce qui lui est arrivé. Pour les enquêteurs, quelque chose ne colle pas. Mais il manque encore l'élément décisif. Le corps. Sans scène de crime, sans aveu, sans preuve matérielle directe. L'affaire piétine. Les mois s'écoulent. Et pendant tout ce temps, les Nees continuent d'ouvrir leurs portes à Shelia Eddy. Ils continuent de pleurer devant elle, de lui parler de leur fille, de partager leur douleur, sans savoir qu'ils confient leur chagrin à l'une des responsables de cette tragédie. À l'approche de l'hiver, les apparences commencent à se fissurer. Pour Rachel Shoaf, le poids du secret devient de plus en plus difficile à supporter. Chaque jour qui passe ajoute une nouvelle couche de culpabilité. Les interrogatoires se multiplient. Les enquêteurs reviennent régulièrement vers elle. Les médias parlent sans cesse de Skylar. Et surtout, le FBI se rapproche. Rachel comprend que le mensonge ne pourra pas durer éternellement. À la fin de l'année 2012, son état psychologique se détériore brutalement. Selon plusieurs témoignages, elle devient extrêmement instable. Ses parents s'inquiètent. La situation devient incontrôlable. Rachel finit par être hospitalisée pour recevoir une aide psychiatrique. C'est là que tout commence à s'effondrer. Le 3 janvier 2013, accompagnée de son avocat, Rachel Shoaf se présente devant les autorités. Cette fois, elle ne vient pas nier. Elle ne vient pas répéter l'histoire inventée des mois plus tôt.
Elle vient parler, et lorsqu'elle commence à raconter ce qui s'est réellement passé, les enquêteurs comprennent immédiatement qu'ils sont sur le point de résoudre l'affaire. Rachel décrit la planification, le trajet en voiture, la forêt, le signal, les couteaux, l'attaque, la tentative de dissimulation du corps. Pendant des heures, elle livre des détails qu'aucune personne extérieure ne pourrait connaître. Mais les enquêteurs ont besoin d'une confirmation. Ils lui demandent alors de les conduire sur les lieux. Rachel accepte. Quelques jours plus tard, un convoi de policiers traverse les routes enneigées du comté de Greene, en Pennsylvanie. Rachel guide les véhicules. Elle indique les chemins, les arbres, les repères. Puis elle s'arrête. C'est ici. Les enquêteurs commencent leur recherche. Au milieu des branches, des feuilles mortes et des débris accumulés pendant des mois, ils découvrent finalement des restes humains. L'analyse ADN confirmera ce que tout le monde redoutait. Après plus de 6 mois de recherche, après plus de 6 mois d'espoir, Skylar Neese est retrouvée. La jeune fille de 16 ans est morte depuis la nuit de sa disparition. L'annonce détruit les derniers espoirs de Dave et Mary Neese. Mais elle marque également le début de la chute définitive des responsables, car désormais, les enquêteurs possèdent ce qui leur manquait depuis le début, la vérité. Et au cours des interrogatoires, une question revient sans cesse. Pourquoi? Pourquoi tuer sa meilleure amie? Pourquoi préparer un tel piège? Pourquoi une violence aussi extrême? Pourquoi Skylar? Les enquêteurs cherchent un mobile complexe, une dispute majeure, un secret, une vengeance, quelque chose qui permettrait de comprendre. Mais la réponse qui émerge est terrifiante, précisément parce qu'elle semble si vide. Selon Rachel Shoaf, elles avaient décidé de tuer Skylar parce qu'elles ne voulaient plus être amies avec elle. Plus tard, cette idée sera résumée par une phrase devenue tristement célèbre. On ne l'aimait plus. Une réponse qui continue encore aujourd'hui de hanter ceux qui se penchent sur cette affaire. Après les aveux de Rachel Shoaf, les enquêteurs disposent enfin d'un témoin direct. Mais leur travail n'est pas terminé. Ils doivent désormais obtenir des preuves suffisantes contre Shelia Eddy. Pendant plusieurs semaines, ils avancent méthodiquement. Pendant ce temps, Shelia continue de vivre comme si de rien n'était. Elle continue d'utiliser les réseaux sociaux, elle continue de maintenir son image publique, mais les enquêteurs referment progressivement l'étau autour d'elle. Le 1er mai 2013, Rachel Shoaf plaide coupable de meurtre au second degré. Le même jour, Shelia Eddy est arrêtée. Cette fois, le masque tombe définitivement. Après l'arrestation de Shelia Eddy, l'affaire entre dans sa phase judiciaire. L'opinion publique est sous le choc. Plus les détails du crime sont révélés, plus l'incompréhension grandit. Comment 2 adolescentes sans antécédents criminels majeurs ont-elles pu planifier le meurtre de leur meilleure amie? Comment ont-elles pu vivre pendant des mois avec ce secret? Et surtout, comment Shelia a-t-elle pu regarder les parents de Skylar dans les yeux tout en participant aux recherches? Le 1er mai 2013, Rachel Shoaf plaide coupable de meurtre au second degré. En échange de sa coopération avec les enquêteurs et de ses aveux, elle évite un procès pour meurtre au 1er degré. Lors de sa comparution, Rachel apparaît profondément affectée. Elle reconnaît son implication dans le crime et présente ses excuses à la famille Neese. Le tribunal la condamne à une peine de 30 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans selon les règles en vigueur. Shelia Eddy, de son côté, reste longtemps silencieuse. Les preuves accumulées contre elle deviennent cependant accablantes. Les enquêteurs disposent désormais des aveux détaillés de Rachel. Des analyses relient également le véhicule utilisé lors du meurtre à la scène du crime. Face au risque d'une condamnation plus lourde, Shelia finit par accepter un accord judiciaire. Le 24 janvier 2014, elle plaide coupable de meurtre au 1er degré. Quelques instants plus tard, le verdict tombe. Prison à perpétuité, avec possibilité de demander une libération conditionnelle après 15 ans de détention. Dans la salle d'audience, les parents de Skylar assistent à la fin d'un long combat judiciaire. Mais aucun verdict ne peut réellement réparer ce qui a été perdu. Leur fille avait 16 ans. Une vie entière lui avait été volée. Pour beaucoup de familles, l'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais Dave et Mary Neese refusent que la mort de leur fille ne serve à rien. Durant les années qui suivent,
ils militent activement afin de modifier certaines procédures concernant les disparitions de mineurs. Leur combat aboutit à l'adoption de la Skylar's Law en Virginie occidentale. Cette loi permet aux forces de l'ordre d'agir plus rapidement lorsqu'un enfant disparaît, même lorsqu'il existe la possibilité d'une fugue. L'objectif est simple, ne jamais perdre un temps précieux lorsqu'une vie est potentiellement en danger. Aujourd'hui encore, cette loi demeure l'un des héritages les plus importants laissés par Skylar Neese. L'affaire Skylar Neese continue de fasciner et d'effrayer plus d'une décennie après les faits. Non pas parce qu'elle implique un tueur en série, non pas parce qu'elle cache un complot complexe, mais précisément parce qu'elle semble défier toute logique. Skylar n'a pas été enlevée par un inconnu. Elle n'a pas été victime d'un prédateur rencontré sur Internet. Elle n'a pas disparu dans des circonstances mystérieuses. Elle est montée volontairement dans une voiture conduite par des personnes qu'elle aimait, des personnes en qui elle avait une confiance absolue. Cette nuit-là, Skylar croyait retrouver ses meilleurs amis. Elle pensait réparer une relation qui se détériorait depuis plusieurs mois. Elle pensait passer quelques heures avec celle qui avait partagé son enfance. Au lieu de cela, elle a été conduite dans une forêt isolée où son destin avait déjà été décidé. Ce qui rend cette affaire si troublante, c'est l'absence apparente d'un mobile capable de justifier une telle violence. Au fil des années, d'innombrables théories ont circulé. Certaines évoquent des secrets, d'autres parlent de jalousie ou de tensions cachées. Mais une réalité demeure. Les seules personnes qui connaissent toute la vérité sont les deux adolescentes qui se trouvaient dans cette forêt cette nuit-là. Et même aujourd'hui, une partie du mystère semble leur appartenir. Pour Mary et Dave Neese, le temps n'a jamais réellement effacé la douleur. Mais leur détermination a permis de transformer une tragédie personnelle en changement concret pour d'autres familles. Et à travers la Skylar's Law, le nom de leur fille continue d'aider des enfants disparus bien au-delà de la Virginie occidentale. 13 ans ont passé. 13 longues années depuis cette nuit d'été où Skylar Neese est montée dans une voiture dont elle ne redescendrait jamais vivante. Pour beaucoup, l'affaire semblait terminée. Les coupables avaient été identifiés. Les condamnations avaient été prononcées. La justice avait suivi son cours. Et pourtant, en 2026, un nouveau documentaire intitulé « Friends Like These, The Murder of Skylar Neese » replonge dans l'une des affaires criminelles les plus troublantes des États-Unis. À travers des archives inédites, des témoignages et des entretiens avec les enquêteurs, il met en lumière plusieurs détails qui continuent d'alimenter les interrogations. Parmi eux, un élément intrigue particulièrement. Un collier appartenant à Skylar aurait été retrouvé après le meurtre dans des circonstances qui soulèvent encore, aujourd'hui, des questions. Le détective Ronnie Gaskins est revenu sur cet épisode dans des interviews récentes, expliquant que certains détails de l'affaire continuent d'alimenter les discussions bien des années après les condamnations. Le documentaire révèle également des documents personnels, des extraits de journaux intimes et des enregistrements qui permettent de mieux comprendre la détérioration progressive de l'amitié entre les trois adolescentes. Mais ce qui frappe le plus les enquêteurs encore aujourd'hui, c'est qu'une question semble ne jamais avoir trouvé de réponse satisfaisante. Pourquoi? Pourquoi une telle violence? Pourquoi une telle haine? Pourquoi avoir choisi le meurtre alors qu'il leur suffisait simplement de s'éloigner de leur ami? Officiellement, Rachel Shoaf a déclaré qu'elles avaient tué Skylar parce qu'elles ne l'aimaient plus. Mais pour beaucoup de personnes ayant suivi l'affaire pendant plus d'une décennie, cette explication paraît encore aujourd'hui insuffisante. Les enquêteurs ont résolu le crime. La justice a condamné les responsables. Mais le véritable mobile, lui, continue de faire débat. Et c'est peut-être cela qui rend cette affaire aussi fascinante qu'effrayante. Après toutes ces années, certains pensent encore qu'une partie de la vérité est restée dans cette forêt de Pennsylvanie. Malgré les nouvelles révélations présentées en 2026, aucune preuve officielle n'est venue bouleverser les conclusions de l'enquête. Les documents récemment dévoilés, les témoignages inédits et les souvenirs partagés par les enquêteurs permettent surtout d'apporter un éclairage supplémentaire sur les événements et sur la personnalité des protagonistes. Ils enrichissent notre compréhension de l'affaire.
mais ne répondent pas aux nombreuses questions qui continuent de hanter ce dossier. Plus de 13 ans après le meurtre de Skylar Neese, une partie du mystère demeure intacte.